On revit pas deux fois une journée de mère ou une journée avec son enfant. Et il y a une notion de temporalité qui est vraiment importante à comprendre et de bienveillance envers soi-même. Ça, c'est un truc, c'est un truc que j'ai appris avec le temps. Faut être vraiment bienveillant envers soi-même, quoi. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Gap de parents. Je m'appelle Sophie, je suis coach, formatrice et conférencière. J'accompagne et soutiens les parents dans leurs défis du quotidien tout en aidant les entreprises à reconnaître et à valoriser la parentalité au travail. Ici, un mercredi sur deux, nous explorons sans filtre, en solo ou en duo, les écarts entre les idéaux et la réalité parentale pour vous aider à comprendre, à naviguer dans votre vie de parent et à grandir à chaque étape de cette magnifique et ô combien challengeante aventure. Je vous embarque avec moi ? Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode en duo de Gamme de parents. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir à mon micro France Vandenberg. France est une femme, maman et sage-femme incroyable que j'ai eu le plaisir de rencontrer lors d'une formation il y a déjà quelques années. Je pense que c'était en 2021, quelque chose comme ça, le temps passe. Et depuis, ça nous arrive régulièrement d'échanger, de partager. Il y a même des fois où on se dit: «Ah, on ferait bien des choses ensemble», mais bon, on n'a pas encore eu l'occasion de mettre ça en place. Bref, et donc on s'est dit que c'était super de pouvoir partager un moment pour que France nous partage également sur sa vie de maman. Merci France d'avoir accepté l'invitation. De rien, avec plaisir. France, si tu voulais partager quelques phrases, quelques mots sur toi à nos auditeurs pour te présenter, qu'est-ce que tu leur dirais? Dis-nous tout. Ouh. Donc, je m'appelle France, j'ai 41 ans, je suis sage-femme et maman de deux ados. Mon grand-fils a 15 ans aujourd'hui Mmh. et ma petite a 12 ans. Donc, je suis un peu plus loin dans la parentalité que ce que j'accompagne habituellement. J'ai été élevée par une maman ado solo et ça a beaucoup impacté ma parentalité. Et après avoir passé beaucoup d'années en couple, ça fait pas mal d'années que je suis maman solo moi-même. Mmh. Voilà un peu où j'en suis dans ma maternité, j'ai envie de dire. OK. Donc on a déjà des beaux sujets à aborder, aujourd'hui. Parfois là. Je suis bien contente. Alors si on commençait par, j'aime bien parler de ce changement identitaire, de devenir maman, on est des femmes et puis un jour on devient maman. Cette Mmh. fameuse matrescence qu'on traverse toutes, mais pas de la même façon, que ce soit au niveau physique, émotionnel ou même, de le conscientiser, puisqu'on en parle heureusement de plus en plus aujourd'hui, mais on n'en parlait pas, ni à ton époque ni à la mienne, je pense, et en même temps, je pense qu'on a ressenti chacune des choses qui font que oui, bah, tiens, je suis plus qu'une femme, je suis également une maman. Est-ce que toi, France, tu pourrais nous partager, comment tu l'as plus ressenti toi ou quand tu l'as ressenti ce changement identitaire à l'époque? À l'époque, quand mes enfants sont venus, j'étais quand même, beaucoup plus jeune, quoi. J'avais 26 ans, avec plein d'idéaux de par mon métier aussi. J'avais pas mal d'images de la maternité et ma vie avait fait que j'avais fort idéalisé, le côté famille, le côté, parents, j'avais peut-être surinvesti très fort ce rôle-là, tout en sachant et en comprenant dès le départ, puisque mon fils, est venu s'implanter en moi juste quand je recommençais l'université, et donc j'ai déjà commencé à comprendre qu'entre les plans et la réalité, il y allait avoir un gros écart. Beaucoup de choses qui allaient se mettre en place. D'ailleurs, j'ai pas continué ces études-là. J'ai pas terminé, l'année puisque pour moi, c'était devenu prioritaire de prendre le temps d'être mère, d'aller explorer tout ça, de comprendre les implications, que ça avait. Et puis je pense que j'ai mieux compris quand ma deuxième est arrivée. Là, j'étais un peu plus dedans et je pense que c'est vraiment un changement et je m'étais accordé le fait d'être en pause pour moi parce que je devais me prendre ce temps pour explorer un petit peu tout ça. C'est clair et c'est clair que quand tu parles de ce fameux écart, ce fameux gap et c'est pour ça que j'ai appelé ce podcast, «Gap de parents» parce que je pense qu'il y en a beaucoup et comme on en discutait en off juste avant,
pour moi, personnellement, le plus grand gap que j'ai ressenti et que je vois dans les personnes que j'accompagne, c'est vraiment cette transition avec le premier enfant, de se dire waouh, entre ce que j'avais imaginé et la réalité, c'est juste énorme. Toi, tu étais déjà sage-femme à l'époque quand tu as eu ton fils? Oui, 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 j'étais déjà, sage-femme, mais j'avais des idéaux de partir à l'étranger, de faire de l'humanitaire, mais leur papa était, plus âgé que moi, il avait presque 10 ans de plus que moi et donc lui, il avait une forte envie de paternité donc voilà, moi je savais que j'avais envie d'enfants, j'avais envie d'enfants avec lui et donc finalement le timing s'est mis peut-être un peu plus tôt que ce que j'avais, souhaité, mais j'avais envie de désirer mes enfants et de les concevoir en ayant envie d'être mère et donc voilà, c'était un peu plus tôt dans le planning, mais rien de tracassant, pour moi. Mais oui, j'avais envie de faire plein d'autres choses avant de devenir mère parce que j'avais déjà cette impression que quand on devient mère, on doit se consacrer un certain temps à ce rôle-là et aux réajustements que ça va amener dans la vie et donc ouais, je pense que quelque part, j'ai parfois dû faire un peu des deuils de certains projets et je pense que la vie nous amène là où on doit être, c'est que ça devait pas se faire et parce que ça ne s'est pas fait par après non plus. Mmh. Clairement, clairement et en même temps, c'est fou, hein, ces injonctions, on se dit ce qu'on doit faire et Ouais, cetera ouais. et puis ce temps effectivement qui est, finalement défini par chacun et chacune et chacun son expérience de savoir après, fatalement quand on a des enfants qui sont très dépendants de nous au début, mais après combien de temps est-ce qu'on veut que ce rôle de mère soit le rôle central de notre vie? Ça, c'est à chaque personne finalement de le déterminer en fonction, de son enfant, de ses besoins, de ses envies, de son travail, de toutes ces choses-là donc mais c'est clair qu'il y a beaucoup de choses et beaucoup de petits deuils à faire, comme tu le dis. Ça, c'est quelque chose que je travaille beaucoup en coaching avec les mamans que j'accompagne parce qu'il y a beaucoup d'idéalisation par rapport à tiens, j'aimerais bien redevenir la femme que j'étais avant, mais avec mon enfant et donc peut-être avoir tendance à avoir les vieux repères, mais qui sont impossibles à retrouver ou les aspirations qu'on avait avant. Tu parlais de partir à l'étranger et cetera, mais une fois qu'on est mère, effectivement, on réalise que c'est plus trop possible et donc c'est effectivement des petits deuils sur son chemin de maternité et j'aimerais bien insister aux personnes, qui nous écoutent aussi de dire que c'est pas que vous, c'est chaque mère, chaque parent est amené à un moment donné à faire tous ces petits deuils qui sont différents d'une personne à l'autre en fonction de nos histoires, mais c'est important de le mentionner que oui, c'est ça aussi la maternité, la parentalité, c'est faire pas mal de petits deuils sur le chemin, clairement. C'est exactement ce qu'on vit et je pense que parfois, moi, je le vois beaucoup dans les couples, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus féminin que du côté du coparent. Ça va vraiment beaucoup plus se faire du côté de la mère qui porte et qui met au monde l'enfant et ça, je pense que la ni l'époque ni la société, ne nous a appris, à prendre ce temps-là, en tout cas pas chez nous en Belgique. OK. De conscientiser, tu veux dire ça? Oui, conscientiser que ça va être, qu'il y a beaucoup d'injonctions, il va y avoir beaucoup de choses, en tant que femme. On a beau avoir je dis avant, on a de la théorie, après on a de la pratique. On a beau plein de principes, on a beau avoir plein d'idées, on va se retrouver, confronté à tous ces chamboulements, mais comme tu disais, il y a du transgénérationnel, je pense qu'il y a de l'éducation dedans, c'est vraiment propre à chaque personne, là où elles vont mettre leurs envies et tout ça à côté, quand on est à 2, bah, il y a l'autre personne aussi, l'autre parent qui va venir et intervenir, mais qui va être quand même moins impacté dans sa vie que la mère, en soi. Mmh. C'est vraiment voilà, je rejoins ce que tu dis, c'est pas mal de chamboulements de devenir mère, mais des chouettes choses aussi, heureusement. Tout à fait. Et toi, tu avais pas pris conscience de ça, d'accompagner justement déjà des parents, des femmes en amont toi-même d'être mère, de réaliser ce bouleversement? Mais comme tu dis, il y a la théorie et puis peut-être ta théorie entre guillemets d'accompagner les parents, mais pas d'être encore mère toi-même. Et puis après, le jour où toi, tu t'es retrouvée dans cette position de mère aussi, est-ce que tu penses que le fait d'avoir eu une certaine pratique, tu t'es moins pris un bus ou un mur que la plupart des mamans se prennent? Heu, Soyons bien alors clairs. je voudrais rassurer tout le monde, si on se le prend le bus, hein. C'est peu importe qu'on soit professionnel ou pas, j'ai toujours quand on passe de l'autre côté, on est au même stade que tout le monde. D'ailleurs, pendant ma grossesse, je me souviens que pour Thomas, pour mon fils, je me disais toujours, «Allez, je suis pas sage-femme» parce que j'avais pas envie que
parfois mes craintes et mes peurs de sage-femme ou ma trop confiance théorique n'interfère dans ma maternité. Donc j'ai vraiment mis ça de côté. Mais ça me revenait lors de certains examens ou des choses comme ça quand j'avais certaines peurs liées autour de la naissance et un petit peu après. Si, si, ça aide, mais à l'époque, j'étais 100% hospitalière et j'avais Mmh. travaillé en maternité, donc les gens restaient déjà plus longtemps. Ils restaient, parfois 10 jours à l'hôpital. Il y avait quand même moyen de faire un lien avec les parents, mais je connaissais pas du tout le quotidien des gens à domicile comme je le connais maintenant, sur le long terme. Ma pratique, elle a évolué. Ça fait 17 ans, ouais, on va dire tout ça, ça fait 17 ans que je suis femme et donc ma pratique, elle a vraiment, évolué en parallèle de ma vie de femme et de mère et ce que je dis aujourd'hui aux gens n'est pas du tout peut-être ce que j'aurais dit, il y a 15 ans. Mais parce que je pense que comme notre maternité, notre parentalité, elle évolue et donc toutes les phrases qu'on entend quand on est, jeune parent, qu'on va être parent la première fois, auxquelles on prête pas attention, on y prête un peu plus attention avec le temps. Quand on dit que c'est temporaire, que ça passe vite, profiter et qu'on voit ses parents qui ont déjà peut-être des ados ou des enfants beaucoup plus vieux dire à des tout jeunes, «Mais profite», alors qu'eux, ils sont crevés, qu'ils ont laissé jusque-là et qui sont justement dans ce chamboulement, énorme. Ils l'entendent pas, mais c'est vrai, on se retrouve à dire je dis toujours les phrases de vieux, «Profite, ça passe vite» et voilà, je vous dis aujourd'hui, ce matin, je pensais, à ce moment où j'ai mis au monde mon fils et c'était il y a 15 ans et oui, je me retrouve à avoir une espèce de nostalgie tout en appréciant, les moments qu'on vit maintenant dans l'adolescence, hein, mais Mmh. on revit pas 2 fois une journée de mère ou une journée avec son enfant et il y a une notion de temporalité, qui est vraiment importante à comprendre et de bienveillance envers soi-même. Ça, c'est un truc, ouais, c'est un truc que j'ai appris avec le temps. Faut être vraiment bienveillant envers soi-même, quoi. Mmh. Clairement et moi, j'aime pas trop cet adage, tu vois? Petits enfants, petits problèmes, grands enfants, grands problèmes. C'est comme tu dis, quand tu es avec un nouveau-né ou un petit de quelques années en plein terrible two et cetera et les colères et les machins que tu en peux plus, tu en as rien à fiche de savoir qu'avec tes ados, ça va être compliqué. C'est là, tu es au moment présent dans ton truc et c'est compliqué et oui, effectivement, ce sera d'autres «problématiques» entre guillemets à gérer. Toi, tu le sais via tes enfants, moi j'ai des beaux enfants, j'ai l'entourage, j'entends beaucoup et puis dans les personnes que j'accompagne et en même temps, voilà, c'est pas ça qu'on a besoin d'entendre effectivement à ce moment-là parce que ça nous paraît tellement énorme ce qu'on vit à ce moment-là que, ouais, comme tu dis, c'est une question de temporalité et de moi j'ai envie de dire de contexte familial à ce Oui. moment-là et puis voilà, il y a les enfants en tant que tels, il y a la famille, mais quelle sera la situation de couple plus tard avec des enfants plus grands? Quelle sera la situation au travail? Notre implication? Enfin, tout ça change tellement aussi. Et on je pense qu'on se pose parfois beaucoup trop de questions aussi, hein. Beaucoup trop de questions sur un avenir qui peut tellement évoluer que c'est quelque chose vraiment moi que j'essaye de mettre dans les accompagnements ou les préparations, de dire d'apprendre à se faire confiance et de se poser, moins de questions sur tout ce qu'on fait, l'impact que ça va avoir, on va dire, plus tard, comme si tout était, ancré dans le marbre. Moi, j'ai eu mes enfants à l'époque ouais, du boom sur l'éducation bienveillante et Mmh. j'ai pas trouvé ça hyper bienveillant sur ma parentalité et donc aujourd'hui, on est un peu à un entre-deux et je trouve que moi, mes enfants sont nés où il y avait une injonction à être une maman parfaite. Alors je mets plus le côté maman que papa, parce que je pense que les papas étaient impactés, mais un peu moins quand même, parce qu'on sait bien, nous les femmes, que ce soit pendant les grossesses ou après, on devient un peu des encyclopédies de tout ça, à lire, à écouter, à bouffer un peu les informations qui peut-être avant nous intéressaient pas trop. Et moi, j'ai pas ressenti, en tout cas à l'époque, cette pression aux parents parfaits qui évoluent. Aujourd'hui, tu vas plus la retrouver sur les réseaux, hein. Les parents que je suis aujourd'hui, c'est beaucoup plus, ce côté parent parfait, on le retrouve sur les réseaux et donc moi, je dois évoluer dans mon accompagnement parce que il Bien faut sûr. suivre tout ce qui se passe et tout ce qui va influencer un peu les parents, sinon on peut pas les comprendre, on peut pas comprendre les difficultés qu'ils vivent à chaque époque si on reste si j'étais restée dans mon contexte d'il y a 15 ans, je n'arriverais pas à comprendre ce que vivent les jeunes parents aujourd'hui.
clairement. Et justement, je voulais revenir sur ce point parce que c'est important. Tu dis avant, tu étais sage-femme hospitalière, donc j'imagine que tu faisais aussi les prépas à la naissance et puis tu étais présente à la parce Alors finalement, non, c'était non, vraiment, parce que dans l'hôpital où je bossais, en fait, tu pouvais rester dans un service aussi longtemps que tu voulais. Et donc moi, je voulais faire un peu de tout. Je voyais déjà beaucoup de diversité dans mon métier depuis les études. On nous apprenait que c'était beaucoup de diversité qu'on doit encore gagner et gratter aujourd'hui en Belgique. Donc Hmm. là, j'ai ma petite part, ma petite contribution en étant à l'union professionnelle, mon côté militant pour ma profession, mais en vrai pour les femmes et les parents, tout ça est lié, que j'arrive à mettre un peu ma petite graine, on va dire. Mais à l'époque, je travaillais qu'en maternité. J'ai pu passer en quartier de naissance et en grossesse à risque après la naissance de mon fils. Après la naissance de mon fils, après quelques mois, quand je suis revenue au boulot, j'ai dit voilà, j'avais envie de nouveaux challenges, nouveaux défis. Parce que bon voilà, pourquoi faire ça quand on peut faire compliqué? Et donc là, je suis passée, donc j'ai fait un peu de tout, mais les consultations et les prépas, c'était pas encore clairement, enfin, les prépas n'étaient pas en place vraiment dans l'hôpital. Et c'est petit à petit, dans ma pratique, je dirais moi, en 2016, 2015, j'ai commencé à faire des infos et des prépas. Et là, mais c'était plus ciblé pour les personnes d'origine étrangère parce que je faisais un travail en collaboration avec le GAMS, qui est une association qui s'occupe des femmes mutilées. Et puis j'ai commencé à collaborer alors avec un de nos gynécos qui venait à l'hôpital et qui travaillait beaucoup avec des personnes, entre autres d'origine africaine. Mhm. Et donc voilà, j'ai commencé à mettre un pied en dehors de l'hôpital comme ça. Et puis je me suis tout doucement laissée embarquer par les retours précoces, par le changement dans le paysage de la maternité dans les hôpitaux, dans les soins. Et maintenant, bah, maintenant je suis à mi-temps à l'hôpital, mais dans les bureaux. Et le reste, je fais ma profession en libéral. Et le libéral a vraiment, l'hôpital m'a enrichi ma profession en libéral parce que ça me permet de comprendre tout ce qu'on fait à l'hôpital, mes collègues, et ce que les parents vont vivre, etc. Et en même temps, le libéral a enrichi énormément ma profession parce que tu deviens, enfin moi, je trouve que je suis devenue encore plus humble en étant libérale parce qu'on va chez les gens, on est au Mm. cœur de l'intimité, on est dans leur vraie vie, on prend le temps, on crée des liens, ce qu'on n'a pas du tout quand si t'es en cabinet ou à l'hôpital, c'est beaucoup plus éphémère. Bien sûr. Et puis c'est dans mon voisinage, donc les gens que j'accompagne, je peux très bien les recroiser après à d'autres occasions. Et donc voilà, ou le dimanche matin en allant au magasin, je le fais pas toujours. Et donc c'est ça que j'apprécie dans ma pratique libérale, c'est la proximité et le fait d'habiter dans la même région et de comprendre la problématique, parce que je suis plus dans la campagne, d'être parent en campagne, plutôt différent que d'être parent en ville, en fait. Hmm. Oui, tu es vraiment au cœur de l'intimité de la famille et de la construction de cette famille. Et ça me tient à cœur de rappeler parce que toutes les femmes, toutes les familles n'en ont pas conscience qu'on a droit effectivement à la présence d'une sage-femme, pas juste dans les 15 jours de retour de la maternité, mais bien plus longtemps après ça, et que c'est On a important. droit jusqu'au 1 an, on va dire, quand c'est couvert par les mutuelles. Après, ça peut être en partie couvert, parce qu'il y a Mm. le conventionnement, etc. Ça peut être après, au-delà de ça et avant ça. Je commence à avoir des gens, moi, en préconceptionnel. J'ai parfois des gens qui peuvent demander bien plus tard des choses. Je pense que dans sa pratique, moi, j'essaye de rester, de travailler en réseau et de rester humble pour, voilà, si moi j'ai pas la réponse, quelqu'un d'autre l'aura. Mais plus ma pratique évolue et plus je propose, j'impose pas, mais je propose aux gens de les voir plus tard parce que maintenant j'ai les deuxième et troisième bébés qui arrivent en libéral. Et donc j'ai à chaque fois accordé une importance pour demander aux mères et aux pères comment se sont passées l'arrivée de l'enfant précédent, comment ils sont adaptés dans leur vie et en quoi moi je peux mettre ma pierre à l'édifice, en quoi je peux les accompagner, qu'est-ce qui leur a peut-être manqué ou quelles leçons on peut tirer à chaque enfant, on évolue. Et donc maintenant, grâce aux parents qui aussi m'ont permis d'évoluer, ben, j'accompagne au moment des retours de prise de travail, des débuts de crèche, des diversifications. Quelques mois plus tard, souvent 6, 7 mois, on laisse une porte ouverte parce que c'est des moments où on a la tête dans le guidon en tant que parent et où pouvoir aller un peu poser et en tant que femme à prendre un peu du temps
Mmh. Soit ça reste important parce que moi, j'ai l'impression que mes premières années en tant que maman, j'ai parfois, un énorme trou blanc comme ça, de d'avoir été, pris dans la vitesse de la vie, c'est-à-dire le travail, la vie de couple, les enfants, l'organisation, potentiellement un petit temps pour soi et c'est dommage parce que je mettais ça vraiment en dernier dans la to-do Bien list sûr. Mmh. et puis en fait, j'ai presque des trous de mémoire de savoir qu'est-ce que j'ai fait, quand, à quel moment ça s'est arrivé, et je me dis: «Bah, c'est un peu dommage parce qu'on ne profite pas, de ce Mmh. temps-là et ce temps-là, il revient pas, mine de rien». Ah. Et en même temps, on a très peu d'espace, je trouve, pour nous, les femmes, les mères, pour pouvoir partager, déposer, tu vois. On peut le faire, et encore, on s'accorde peut-être pas assez de temps en extérieur aussi avec des amis, etc. Ou parfois on a peur de parler de ça parce qu'il reste quand même des sujets tabous, même si de nouveau les langues se délient, mais je pense que ça reste quand même des choses où quand nous, on est dans ces premiers mois, ces premières années de vulnérabilité, on a l'impression que les autres y gèrent, donc on n'a pas envie d'en parler, alors qu'en fait, finalement, on rame tous. Je répète, on rame tous et toutes. Et donc, et en plus aussi, on n'a peut-être pas besoin toujours de la projection non plus. Ah, mais tu sais, moi j'ai fait comme ça, tu devrais faire ça. Ou en famille, si on parle encore de ces sujets, oui, mais tant tu guettes, elle aurait fait ça, ou ta cousine ou ta sœur, mais je m'en fous de ma cousine ou ma sœur, moi je te parle de moi et de Mmh. mon ressenti actuel et de mes difficultés et tout ça. Et il y a tellement peu d'espace pour ça, vraiment. Donc, c'est important, effectivement, d'avoir des personnes à qui pouvoir parler. Et si on a des questions ou des conseils, là, on les demande à ces personnes ressources et pas c'est de non solliciter, quoi, quand on en a vraiment besoin dans cet espace, Mmh. je pense. Mais donc, c'est important de mentionner que effectivement, Il y a des espaces, mais exactement. c'est pas voilà, c'est pas fréquent. Il y a beaucoup d'activités ou de choses qui vont être mises souvent dans les villes, c'est beaucoup quelque chose que je ramène au niveau du gouvernement quand on discute, de parentalité, de sage-famerie, de soins des femmes, de dire, «N'oubliez pas que ce qu'on peut mettre en place, sur Bruxelles ou si je prends ici, moi, à moindre échelle sur Liège, puisque c'est la ville un peu la plus proche avec laquelle je travaille beaucoup. Tu vas pas toujours pouvoir le mettre en place, dans un contexte, rural, soit parce que les mentalités sont un peu différentes ou parce que les gens doivent tout de suite se déplacer. Tu fais pas tout à pied. Moi, j'ai vécu les 6 premiers mois, de ma maternité en ville et après je suis partie à la campagne et je me suis pris une solitude, énorme, dans le visage et je la ressens encore aujourd'hui dans énormément de familles. Voilà, on a beau parler de tout un tas de concepts, je pense, dont tu parles dans ton podcast, de matrescence, de mois d'or, de quatrième trimestre, le mettre en place, c'est quelque chose de compliqué, même dans des familles qui vont avoir des schémas assez sains, quoi. Et moi, mon schéma familial n'était pas sain puisque j'avais pas vraiment de famille. J'avais que ma belle famille mais qui était c'était très organisé. Voilà, il fallait vraiment beaucoup d'organisation et demander de l'aide, c'était pas quelque chose, que j'avais, envie de faire quand je suis devenue mère. Et Donc, quand tu parles c'était d'organisation, tu veux dire quoi? Par exemple, je vais prendre un bête exemple, et comme je dis sans rancœur, c'était comme ça, mais il fallait envoyer un mail pour, demander, de garder un enfant ou quelque chose comme ça et passer par là. J'ai trouvé ça très violent avec le recul, sur le moment, pas du tout, hein, mais je pense que les gens font avec ce qu'ils peuvent et que la communication, c'est quelque chose de vraiment important quand on a des parents autour de soi, de maintenir le lien et la communication avec eux, même quand eux ne le font pas toujours. Parce que quand Mmh. on devient parent, on est pris comme ça dans la mouvance et on n'arrivera pas ou on n'osera pas demander de l'aide ou dire qu'on est un peu seul et que ça va pas et je pense que moi, le fait qu'on me dise d'envoyer un mail pour organiser une garde d'enfants, c'était quelque chose qui vraiment a mis un frein, au fait que je demande de l'aide, en fait, et que je parle des difficultés et donc je pense que chaque, famille va développer des voilà, des compétences et être ressource ou pas, mais
j'ai une assez grande expérience des vies qui sont un peu compliquées. La vie n'est Mmh. pas très ça, toujours. Mais, et donc, je pense que dans l'idéal, en théorie, on dit plein de choses aux gens. En théorie, on lit plein de livres, on voit plein de choses sur les réseaux. Même moi, auprès de mes collègues, je vois mes collègues avoir plein de concepts comme ça, théoriques, qui sont très chouettes. Mais je dis vraiment, il faut observer et demander aux parents, famille par famille, quelles sont vous, vos ressources? Comment, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Qu'est-ce qui est possible? Et des fois, il y a rien. Et je pense qu'il faut en avoir conscience de ça. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec les femmes migrantes qui arrivent et qui ont personne ici, et parfois Mmh. même une barrière de langue. Et donc, je pense que j'ai connu d'autres solitudes. Donc, voilà, la mienne n'est pas isolée, et je suis pas un cas isolé d'avoir été seule dans ma maternité d'un point de vue familial, mais je la retrouve partout. Et donc, je pense que c'est ce qui me frappe le plus, c'est la solitude des mères, des pères aussi, hein, et des coparents, mais la solitude des mères, c'est vraiment un truc que je constate énormément, énormément, quel que soit le milieu social, quel que soit l'endroit où on habite, qu'on travaille ou qu'on travaille pas, qu'on ait beaucoup de familles en théorie, ou peut-être juste une ou deux personnes, qu'on soit monoparental ou pas, c'est quelque chose qui ressort, et ça ressort dans beaucoup de d'études autour. Et donc, c'est facile de parler de créer du réseau, mais encore faut-il Mmh. avoir accès à un réseau. Et donc, moi, j'ai mis des choses en place dans ma région. Je continue à taper du clou, que ce soit au sein des communes, au sein de l'ONE. Je demande des collaborations. J'essaye de mettre des choses en place parce que c'est pas suffisant, et parce que moi, je le perçois vraiment dans le dans l'intimité d'un cabinet, dans l'intimité d'un salon. Il y a énormément de choses qui ressortent, et les femmes ne mesurent pas à quel point elles sont fortes. Donc, je ris toujours quand je dis un jour quelqu'un dit qu'on était le sexe faible, mais pas du tout. Mmh. Je suis très touchée par ce que tu partages, France, par rapport à cette notion de solitude, parce que, de un, moi, je l'ai très fort vécu aussi lors de mon postpartum et par la suite, et que toute cette violence par rapport à la reprise du travail, et se sentir tellement seule et acculée par ce rythme de vie, etc., et pas avoir d'espace pour partager, et sentir qu'on est juste je suis désolée de dire ça, mais qu'une merde, parce que c'est vraiment ça que j'ai ressenti, voilà, à l'époque, dans cette solitude, de croire que c'est nous qui foirons tout, alors que, bah, non. Mais comme on n'a pas d'espace pour en parler, ou qu'on n'ose pas en parler ou quoi que ce soit, ou demander de l'aide. Et je le vois aussi aujourd'hui, auprès des femmes, que j'accompagne énormément, et comme tu le dis si bien, peu importe ce que tu parlais au départ, dans les villages et tout ça, et finalement que ce soit, rural, urbain, comme tu dis, peu importe le niveau, migrant, pas migrant, et cetera, cette solitude, mais qu'est-ce qu'elle est là, clairement, et ça me touche beaucoup, parce qu'on parle beaucoup de cet adage, «Il faut un village pour élever un enfant», et c'est tellement vrai. Et Mmh mh. qu'est-ce qu'on n'est pas là-dedans en 2025, quoi, et ça me fend le cœur vraiment, qu'on soit encore là-dedans aujourd'hui. J'ai l'impression, en fait, que plus on avance, alors qu'on a toute la technologie avec nous, pour être, entre guillemets, avec les personnes, et j'ai l'impression qu'en fait, on se désolidarise, tellement de plus en plus, tu vois? Et à côté de ça, il y a des mouvements de sororité. Je pense qu'on parle plus de choses, autour de la maternité, et cetera. Tu vois? Tout ce qui est Bliss, et cetera, ce spectacle-là qui tourne, que je me réjouis d'aller voir la semaine prochaine, par exemple, ou des groupes de femmes, des choses comme ça, et en même temps, elle est bien là, cette solitude, et qu'est-ce qu'elle est pesante, quoi. Ouais. Et Vraiment. puis, je pense qu'il faut faire, voilà, moi, j'essaye d'être attentive aussi, parce que je vois des femmes se perdre dans parfois des conseils pas toujours appropriés ou adaptés, par des promesses de trucs miraculeux. Je pense que la maternité, la parentalité, c'est ni un truc tout positif, ni un truc tout négatif. On est un peu dans depuis le hashtag mon postpartum, on a beaucoup libéré la parole sur le vécu du postpartum, des femmes, etc. Comme tu dis, il y a encore beaucoup de choses à mettre en place dans le monde du travail aussi. Je pense que la sororité, moi, il m'a fallu du temps pour y toucher, et pourtant je suis une femme dans un métier de femme qui s'occupe des femmes, et donc j'avais cette illusion de j'arriverais à créer, ou je trouverais cette sororité au sein de mon métier ou de ma profession, et je l'ai trouvée avec le temps, mais pas du tout au début, parce que tu as un espèce de challenge aussi,
Si je te prends en exemple, les sages-femmes, on disait toujours: «Quand toi tu arrives en travail, tu as intérêt à être bien au travail, quoi. C'est pas un faux travail parce que tu es sage-femme, donc tu sais», tu vois? Et c'est des petites choses comme ça, mais il y avait voilà, il y a une pression quand même qui se mettait et je pense pas que parce qu'on est des femmes, on soit pour autant, bienveillantes les unes envers les autres. Je vois énormément de choses dures parce que parfois de génération en génération, une femme a vécu quelque chose de dur ou elle a été seule ou elle a dû s'en sortir seule et donc l'autre, l'autre devra essayer aussi et tu verras, tu vas y arriver et je me dis qu'il y a peut-être des choses qui sont en train un peu de bouger dans l'espace de la sororité, de la féminité, de la parentalité, mais je garde quand même, en arrière-plan que c'est pas parce qu'on est femme entre nous qu'on est bienveillante, quoi. Il y a parfois beaucoup de malveillance, heu, Ouais. consciente ou inconsciente, mais ouais, ouais, moi j'ai entendu beaucoup de choses et même au sein de mon travail, justement. Au sein Mmh du mh. travail, c'était, on a lutté pour les écartements prophylactiques, tu vois, dans certains métiers. Donc nous, on était écartés. Quand tu étais enceinte, bah, c'était à risque après pour tes grossesses, donc tu devais arrêter de travailler. Et donc et on avait des remarques parce que si on partait trop tôt ou si on partait trop tard ou même moi j'ai travaillé jusqu'à terme à mon époque. Mais oui, mais depuis on a fait des révolutions, on a gagné des droits et je trouve que, tu as l'impression que des fois il faut constamment répéter ça, que ce sont des droits qu'on a gagnés à la sueur du sang et des larmes de beaucoup de femmes et de beaucoup de personnes, pas que des femmes d'ailleurs, et tout ça, pour moi, est encore précaire et on voit dans le contexte géopolitique aujourd'hui, on voit bien que le droit des femmes, des parents, des choses comme ça, c'est très, très instable, Ouais. chez nous en Belgique et il faut vraiment protéger ça. Donc merci toutes les associations qui luttent pour qu'on garde certains droits au travail, un droit quand on a des enfants malades, qu'on ait des gardes, des choses comme ça, mais on est encore loin du compte. Bien sûr, et ce ne sont pas des acquis, on va devoir continuer à se battre aussi pour qu'ils restent, hein, parce que pour raison budgétaire, on va toujours couper évidemment, dans soi-disant ce qui ne rapporte pas, alors que de nouveau on est sur l'humain, sur la base vraiment du plus important. Et quelque chose aussi, moi, que j'ai conscientisé récemment, c'est que effectivement entre femmes, comme tu dis, c'est aussi très transgénérationnel de se dire, là où les générations précédentes ont vraiment eu beaucoup de difficultés, c'est: «Pourquoi est-ce que maintenant ce serait plus simple et pourquoi est-ce que vous ne souffririez pas autant que nous?» Tu vois? Il y a beaucoup de ça dans les faits. J'ai lu un bouquin par rapport au rapport à la mère. Bon, j'ai pas envie de rentrer en détail là-dedans, mais on disait, il y a beaucoup cet effet miroir où là où moi j'ai échoué, où ça a été difficile pour moi, pourquoi est-ce que ce serait simple pour toi? Ce n'est pas possible, tu vois? On est Mmh, censé transmettre cette souffrance et cette difficulté et ça, c'est pas OK, justement. On devrait pouvoir non, c'est pas ouais, OK, mais en même temps, les on en a parfois certaines personnes en ont très peu conscience. J'avais très, très peur de devenir mère parce que justement il y avait plein de choses que je voulais pas, reproduire et faire mieux et cetera. Si aujourd'hui, puisque ma mère est décédée maintenant, mais si aujourd'hui, là maintenant j'avais ma mère devant moi, je vivrais sûrement encore des difficultés avec elle, ça c'est clair, faut pas idéaliser les gens quand ils sont décédés, mais je pense que j'aimerais avoir une discussion franche avec elle pour lui dire qu'il y a beaucoup de choses que je pardonnerais parce que je comprends à quel point ça devait être difficile. Que j'ai envie de dire ma chance, c'est que je suis devenue maman solo, ma chance parce que je vois la difficulté que c'est. Je suis devenue maman solo quand mes enfants étaient plus âgés, c'était en 2018, donc ça fait 7 ans maintenant que je suis maman solo. Mais, ils étaient déjà un petit peu plus grands, un peu plus autonomes, on discutait. Il y avait quand j'accompagne des parents, des mamans solo et que c'est dès la naissance, mais my God, qu'est-ce que c'est un challenge j'ai encore lu un travail de fin d'études d'une étudiante sage-femme hier, c'est un challenge de passer des nuits, d'être seule quand son enfant il pleure et de garder sa santé un peu mentale, de pas avoir ni des gestes ni des paroles, compliquées et je pense qu'on a toutes envie de pas reproduire certaines choses et de reproduire d'autres et donc le transgénérationnel, il est hyper important. Mais moi, ta phrase me fait penser à une phrase de ma mère. Ma mère m'a eu à 16 ans et sans péridurale et à l'époque, c'était dans un hôpital catholique tenu par des bonnes sœurs, donc c'était pas vraiment des sages-femmes, c'était
c'était des nonnes qui étaient Mmh. sages-femmes aussi. Tu retrouves un peu ça dans Call the Midwife, la série anglaise comme ça. Et je me souviens qu'elle me racontait toujours quand j'étais née, qu'on lui avait dit la surentrée sera sortir et t'avais pas du tout d'accompagnement de la douleur ou des choses. Et quand moi j'ai eu mon bébé, elle m'a dit ah j'espère que tu as souffert autant que moi j'ai souffert. Et je pense que c'était pas franchement malveillant sur le moment, c'est juste un truc parce que je crois aujourd'hui qu'elle aurait aimé que je comprenne ce qu'elle a vécu et que les phrases sont parfois très maladroites, que quand on dit ça à quelqu'un, c'est parce qu'en fait, on aurait besoin de beaucoup de bienveillance et d'empathie qu'on n'a pas eu à cette époque-là. Et donc ça m'arrive souvent de discuter avec les grands-mères et d'ailleurs j'ai un projet pour les grands-mères, des 2 côtés de peut-être faire un moment, d'espèce de préparation ou de papote des mamies parce que au coin des portes quand je vais à domicile, parfois quand elles sont là, qu'elles arrivent un peu discrètement ou désirées ou pas désirées, des fois c'est, «Ah, c'était pas prévu qu'elles passent», elles sont là et je dis toujours aux parents et aux mamans, «Mais laissez-les entrer et laissez-les entendre ce que vous entendez comme, information et comme consigne», parce que souvent c'est éloquent d'entendre leur, comme elles sont étonnées de ce qu'on peut dire aujourd'hui, de ce qu'on peut donner comme conseil, et la plupart du temps, j'ai vraiment 90 des grands-mères qui vont, «Ah mais moi on m'a pas dit tout ça. Ah mais qu'est-ce que c'est bien qu'on accompagne. Ah mais» et aujourd'hui, je pense que les parents s'imaginent qu'avant c'était plus facile et cetera et en fait non, elles poignaient dedans et elles le faisaient, mais parce qu'on n'avait pas le choix et que c'était comme ça et que j'ai beaucoup de grand-mères qui me disent: «Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les mamans se prennent la tête?» mais pas dans le sens négatif. Elles me disent: «Mais les pauvres, elles sont à gérer beaucoup plus de choses que nous, à devoir se réfléchir sur beaucoup plus de choses, et pour elles, alors qu'elles avaient des difficultés, leur vie était un peu plus simple et elles conscientisent pas toujours à quel point les mamans d'aujourd'hui» et quand je dis aujourd'hui, c'est dans la dizaine d'années là, autour Mmh. comment parfois on idéalise les générations d'avant en disant: «Mais comment tu as fait?» J'en ai encore une ce matin qui m'a dit: «Mais comment ma grand-mère a fait? Elle avait 6 enfants» et en fait, elle se sent, entre guillemets «nulle» et impuissante et incompétente alors qu'elle en a un et elle me dit: «Ma grand-mère en avait 6». Je dis: «Wow, wow, wow». Tu étais pas du tout dans le même contexte de Oui, vie, quoi. as-tu déjà pris le temps d'aller vraiment parler vrai? Et ça manque, dans notre société parfois, c'est d'avoir le temps de parler vrai, de dire les choses, de dire à quel point ça peut être, génial et merveilleux et à quel point un sourire et un babillement ou un «je t'aime maman» va effacer, vos cernes qui arrivent jusqu'au fond des joues. Mais en même temps, il y a des jours où oui, il y a des jours où on a envie de claquer la porte et de se dire: «J'ai besoin de temps, j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin d'une pause dans tout» et je pense que le problème, c'est pas spécialement la parentalité, c'est tout ce qu'on doit gérer autour, en plus. Les injonctions sociétales encore, Mmh. qui sont vraiment sur les épaules des mères encore tellement aujourd'hui, par rapport tu parlais à cette notion de femme, ou de mère parfaite, et cetera. Moi, je travaille beaucoup autour de la mère sacrificielle aussi, hein, parce que les générations avant, c'était donner tout pour ses enfants et beaucoup entendu, «Après tout ce que j'ai fait pour toi» et cetera, alors que l'enfant n'a rien demandé au départ et que les générations d'avant comprennent pas toujours aujourd'hui pourquoi nous, dans notre génération, on va peut-être prendre du temps pour soi. Je partageais encore hier que, quand potentiellement j'ai eu la chance de faire garder, mon fils, bah, il y a d'autres personnes qui vont pas comprendre pourquoi je vais prendre un temps pour moi dans ce moment où mon fils est gardé et que je ne suis pas en train de travailler, mais que je suis en train de prendre soin de moi parce que j'en ai besoin, bah, c'est pas toujours bien compris parce que avant, ce temps-là n'était même pas envisageable parce que la mère devait être, à 200 pour ses enfants, son mari et cetera donc Et encore en un même temps, gap. le temps pour soi, il est relatif, tu vois? Je trouve que tu as aussi cette espèce d'injonction au bien-être. On est censé prendre du temps pour soi, on est censé être heureux, on est et puis des fois, c'est juste un peu compliqué et au final, je pense qu'aujourd'hui, les parents se posent beaucoup de questions et moi, je me suis posé beaucoup de questions sur quel est l'exemple ou le modèle, je vais donner à mes enfants. Par exemple, moi, je suis quelqu'un, du coup, qui travaille beaucoup. Je suis obligée de beaucoup travailler, bah, simplement pour vivre, en fait. C'est déjà pas mal et du coup, c'est voir un peu entre le temps de qualité, la quantité de temps, de comment est-ce qu'on arrive à prendre du temps pour soi. C'est des exemples pour nos enfants aussi et leur dire, «Voilà, moi, je vais prendre toute la charge pour que vous ayez du temps pour vous». Bah, ça leur apprend pas la vraie vie. En même temps, prendre que du temps pour soi et rien faire,
rien faire pour l'épanouissement de nos enfants. J'ai des parents parfois qui me disent: «Voilà, moi je fais aucune activité parce que voilà, moi je veux avoir du temps, c'est important et donc mes enfants, je veux pas ils ont pas d'activité parce que ça va pas rentrer, dans notre organisation, on ne veut pas se mettre la pression». C'est chacun va mener sa barque, comme il peut. Je pense que ce qu'il faut se dire, c'est que ce qu'on peut faire quand ils sont tout jeunes et quand ils vieillissent, bah, ça évolue, Tout très à fait. fort. Moi, mes enfants ont toujours eu beaucoup d'activités parce que c'est des petits passionnés et parce que je voulais qu'ils aient accès à beaucoup de choses et maintenant le temps qui passe, ils sélectionnent. Mais Mmh. je me suis toujours dit: «Ma vie sera faite autour des besoins de mes enfants». Peut-être, sûrement d'ailleurs parce que moi j'ai pas eu ça et donc Mmh. on se retrouve toujours à compenser un peu quelque chose, sauf que nos enfants ne vivent pas ni avec les mêmes blessures, ni avec les mêmes besoins. Donc Bien sûr. heu, donc finalement, à un moment et je trouve que moi là dans ma vie, je commence à y arriver, il serait temps, depuis quelques années, de trouver un juste milieu entre les pressions qu'on se met, les bagages qu'on porte, les valises qu'on va un peu laisser et les personnes qu'on a devant soi parce que nos enfants sont des personnes à part entière et de voir un peu comment ils évoluent et il y a des petites victoires, qu'on va avoir. Regarde, quand j'ai des grandes discussions avec mes ados et pré-ados, je trouve ça super chouette quand j'ai des doutes et qu'ils sont là pour me réassurer, quand ils me disent que je fais de mon mieux alors qu'il y a des jours où j'ai l'impression que j'ai foiré complètement une journée, et je trouve ça très fort parce que je me rends compte que c'est ce que je leur donne et qu'ils arrivent à le rendre et que j'ai et que pour moi, ils sont pas, pour autant, ils sont pas des parents, ils sont juste des enfants, des êtres humains qui se rendent compte qu'on fait parfois de notre mieux et qu'ils arrivent à le rendre. Et puis il y a des jours où je les ennuie, hein, des jours où je suis une mère qui les Oh, embête. mais il y a des Je suis jours où désolée. tu t'ennuies aussi, hein, clairement, s'il y a pas de relation parfaite et de Oui, mais se dire que l'amour, en tout cas le lien est toujours là et que l'amour est toujours là, quels que soient les moments dans notre parentalité qu'on va vivre qui sont difficiles, je pense que ça c'est un des trucs les plus forts qu'on peut avoir avec nos enfants. clairement. Qu'est-ce que tu dirais qui est le plus challengeant pour toi dans ta vie de mère et de maman solo aujourd'hui? Parce que je pense que c'est un point aussi important à aborder aussi ici. C'est quoi ton plus gros challenge aujourd'hui, toi? Bah, effectivement, cette histoire un peu de casquette, de devoir, me dire: «Voilà, je suis une femme, j'ai certaines envies et besoins, j'ai des projets, je suis, sage-femme, donc dans ma profession, ça me demande beaucoup de disponibilité et Mmh. de temps, surtout en faisant du libéral et en ayant quitté l'hôpital et à côté de ça, bah, je suis maman. Alors je suis en couple aussi, je suis en couple, mais étant donné qu'on ne vit pas, ensemble et qu'on ne partage pas notre charge au quotidien ou financière ou organisationnelle, bah, je considère que je suis maman solo, C'est ça. il Bah, a oui, j'ai un support, clairement, qui est là et les week-ends aussi, mais tout le reste du temps, je suis maman solo et il a bien conscience de ce challenge-là aussi et il fait ce qu'il peut, à distance, comme on dit. Mais mmh, le côté challengeant, c'est un peu ça, c'est un peu, se dire, «OK, j'ai il y a des semaines où ça va être rempli». Ici, par exemple, je vais rentrer en période d'examen pour les enfants. Je travaille, à l'union professionnelle, on a des réunions avec l'INAMI, mmh. qui sont mis à des heures improbables avec des documents à lire improbables et ça voilà, c'est le côté, professionnel. J'ai mes petits parents qui m'envoient des messages, parce qu'ils ont des questions, il y a pas de bêtes questions et et de temps en temps, voilà, mes enfants de me dire: «OK, on va s'organiser». Donc moi, en tant que maman solo, je suis extrêmement organisée. C'est assez, alors du coup, depuis que je suis maman solo, tout le monde me le pardonne. Avant, c'était presque vu comme un défaut et maintenant on parle: «Oui, mais comme tu es toute seule, faut être organisée». Yes! J'ai gagné un peu ça, donc oui, je suis organisée et de pas être déstabilisée au moindre, d'apprendre à rester stable, même quand il y a des grains de sable qui arrivent, quoi. Ça, moi, c'est un truc, mes enfants qui vont changer d'activité, ça va un peu me remettre en question, ça va me challenger de: «OK, du pourquoi du comment et puis qu'est-ce qu'ils vont faire après et puis comment on s'organise?» et Ça veut dire quoi être stable, du coup, pour toi? C'est quoi ta définition de la stabilité dans ces moments-là? ah ah! Ah! Ah ah! C'est des grandes questions parfois que je n'ai pas le temps de me poser. C'est pour ça qu'on va prendre le temps ici de se la poser. Bah, je pense que pour moi être stable, c'est avoir mes repères, en tout cas dans voilà, j'ai
j'ai ma maison, j'ai mon chez moi, j'ai, heu, quand même une certaine routine qui est quand même là. J'ai des personnes, ressources qui sont un peu les mêmes comme ça autour de moi et puis, ça c'est mon noyau de base, quoi. Mes enfants, mon travail et puis, la maison et après si j'arrive à aller refaire des choses en plus parce que je pense toujours à tout un tas de personnes autour de moi que j'ai moins l'occasion de voir Mmh. ou qu'on a moins l'occasion de s'appeler parce que parfois, bah, elles se challengent aussi de leur côté ou qu'on n'a pas, cette notion de temps, hein, qui est toujours là, Mmh. et de d'avoir une petite pensée, donc c'est m'accorder en fait, ouais, la stabilité, je pense que c'est m'accorder, dans mon quotidien, la journée est terminée, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai dit aux gens, auxquels je pensais et que j'aimais, que je pensais à eux et que je les aimais et en même temps, des fois, ça va juste, tiens, on a eu le temps d'aller, marcher juste 20 minutes, sur la journée parce qu'on a eu besoin de souffler ou d'avoir une conversation en dehors de la routine de manger, de faire les devoirs, de devoir répondre à un dernier mail, de faire la compta, que j'ai toujours fait et donc moi, là, ma stabilité, c'est un peu c'est tout mon quotidien, moi, ma stabilité. J'ai besoin de mon noyau, j'ai besoin de mes personnes ressources et aujourd'hui, je me dis, bah, que ce soit dans le travail ou la vie privée, je fonctionne avec les gens qui ont envie de fonctionner avec moi et Mmh. j'arrête je n'ai ni l'énergie ni le temps d'aller, d'être sollicitée ou de solliciter des gens, qui n'en ont pas envie, et que ce soit dans les 2 cas, dans la vie privée ou la vie professionnelle, quoi. Les gens qui n'ont pas envie, bah, ils n'ont pas envie, j'ai envie de dire tant pis. Heu, Mmh. on croise plein de belles personnes dans notre vie, des fois c'est temporaire, des fois ça dure toute une vie, mais crois que je n'ai plus, j'ai vraiment plus la force pour me essayer de maintenir des liens qui n'ont peut-être pas lieu d'être, même qu'ils soient familiaux, qu'ils soient amicaux, qu'ils soient professionnels, les seuls qui sont importants pour moi et qui seront indéfectibles a priori, c'est avec mes enfants. Même mon compagnon, il sait bien que notre lien, on ne sait pas ce qu'il va devenir. Là, on doit beaucoup plus le travailler. Mais, mais mes enfants, c'est d'un côté une stabilité et une base. C'est ça, des fondations. Mmh. Ouais, c'est beau et je pense qu'avec le temps qui passe aussi et toutes ces activités, nos enfants, le travail, potentiellement d'autres projets et cetera, on n'a quand même pas beaucoup de temps à côté et donc bah, à ce temps-là, moi je te partage ma vision personnelle, c'est que j'ai envie de partager ce temps avec des personnes qui me font du bien, qui m'énergisent, qui me motivent, qui, sont là quand ça va pas non plus. Tu vois? Des temps de qualité et en plus quand j'entends et je suis d'accord avec ça, qu'on est la somme des personnes qu'on fréquente le plus et c'est tellement vrai. Quand tu as des personnes qui te tirent tout le temps, qui te drainent ton énergie, machin, tu restes dans un mood, complètement négatif, ça va pas. Tandis que quand tu ressors, tu vois, juste une demi-heure d'un café, d'un échange et tout ça avec des personnes où après tu te sens tellement bien, même si la vie reste compliquée pour tout le monde et ça, c'est clair, c'est compliqué, hein, pour moi, la vie, c'est apprendre à danser sous la pluie et pas attendre spécialement les exercices parce que quand elles sont là, tant mieux, profitons-en, mais il y a beaucoup de pluie et c'est OK et dans tous ces moments-là, avoir ces personnes ressources comme ça sur qui, voilà, on peut aller échanger, partager, et cetera et être aussi pas dans des petites conversations: «Ça va aller comme le temps, machin», je m'en fous de ça. Moi, j'ai envie de parler vrai avec les gens, tu vois? Dans ce peu de temps qu'on a à disposition et je pense qu'avec le temps, tu vois, tu as une espèce d'entonnoir dans tes relations comme ça et comme tu dis, tu as des nouvelles relations qui arrivent, qui repartent et tout ça potentiellement. Des relations peut-être qu'on avait avec des gens d'il y a 20 ans qu'il y a plus aujourd'hui, il y a rien eu de spécial et c'est OK, tu vois? Voilà. Puis il y a plein de gens qui rentrent dans nos vies, ou il y a plein de gens qui rentrent dans ma vie où je me dis, «Ah, j'aimerais bien connaître cette personne, quoi» et donc des fois je me dis: «Allez, on fait le pas parce que s'il y a quelque chose qui pousse vers quelqu'un, ça aide, toujours» et je pense que si personnellement je me sens bien parce que j'ai rencontré, voilà ici, je vais aller manger au resto avec une collègue ostéo par exemple la semaine prochaine. C'est pas comme si j'avais beaucoup de temps, mais ça fait un bout de temps que je lui dis: «Ah ouais, j'aimerais bien qu'on prenne un temps ensemble» et elle me l'avait demandé et je sais que ça va être bénéfique pour moi sur plein de choses. Alors oui, potentiellement le lendemain, je vais être un peu fatiguée en consultation. Je préviens mes patientes que ce sera, je ne vais pas faire trop la fête, mais qu'on parle beaucoup, donc potentiellement je vais pas aller me coucher tôt. Mais par contre, je sais que autant je vais arriver fatiguée en consultation, autant je vais arriver reboostée parce qu'on prend du temps pour soi et qu'on échange et de tomber sur des gens qui vibrent sur la même chose aussi. Ça, moi, c'est avec le temps, très important de ne pas me d'avoir appris qui je suis, qui je veux être en tout cas
et de m'accepter avec, c'est vrai, tout un tas de défauts, en tout cas ce que l'on a défini comme défaut. Tu vois, par exemple, que je parle beaucoup, moi, c'est pendant longtemps, on m'a beaucoup reproché. Aujourd'hui, bah, j'essaye d'utiliser ça à bon escient dans, bah, entre autres dans mon travail. Ça, Mmh. j'embête un peu moins dans ma vie privée. Et puis en même temps, quand tu es maman solo, tu vois, je parle pas toute seule, tu vois. J'avais mon chat avant, mais je ne l'ai plus, tu vois, je parle à mon chat. Mais, mais du coup, oui, d'avoir des soupapes et de tomber sur des gens qui ont les mêmes énergies, même pas dans les mêmes professions. Tu vois, je me suis mis dans des réseaux de femmes entrepreneurs et du coup, tu as des gens qui sont aussi parfois dans le doute professionnel, qui ont envie un peu de faire bouger, qui parlent d'argent, de parentalité, de travail, je trouve ça, enfin de maternité, puisque c'est des femmes quand même et donc, des challenges qu'on a un peu au quotidien, dans tout ça, des pressions et des notions, en tant que femme, qu'on peut avoir au niveau du travail, de l'argent, de l'organisation. Moi, ça m'aide beaucoup, alors qu'au départ, la première fois que j'ai mis mes pieds là-dedans, j'ai dit: «Mais qu'est-ce que je fais là?» Tu personne en profession médicale qui vient. Mmh. Quasi, en tout cas dans le cercle où on est, il y a personne. Je me dis: «Mais qu'est-ce que je fais ici?» Et puis en fait, j'y retourne parce que je me rends compte que c'est une pièce remplie de femmes et que j'entends leurs doutes, j'entends leurs joies, j'entends la manière dont elles se soutiennent, dont elles se challengent et moi ça m'aide et ça me porte puisque finalement dans hem, je ne me définis pas ni par mon métier, ni par mon rôle de mère, mais tout est entremêlé parce que quand tu es sage-femme, tu prends soin des femmes dans toute sa globalité, pas juste au moment de la maternité, Bien sûr. moi, la vision de la sage-femme, c'est qu'on est là pour les femmes, normalement, on est censé être là de leur ménarche à leur ménopause, tu vois? C'est juste qu'en Belgique, on nous a limité très, très fort, ces rôles-là, on nous a bridés, on essaye de reprendre un peu ça. Je pense pas que ce sera sur moi, ma durée de carrière, que tout ça sera vu et encore, hein, j'ai encore le temps normalement vu les âges de pension. Mais, mais le ce qui se passe dans le corps et la tête des femmes, tout au long de leur vie et tout au long de leurs doutes et de leurs challenges, mais c'est hyper nourrissant et ça nourrit plein de choses, chez moi et j'essaie de regarder sans regret le passé en me disant: «Tiens, il y a peut-être des fois où moi j'ai pas tendu l'oreille comme il faut, où moi j'ai pas tendu la main comme il faut», je pense, entre autres dans la famille, j'ai une de mes belles-sœurs qui a eu ses enfants juste avant moi et on n'a pas échangé sur le Mmh. sujet du tout. Après, c'est quelqu'un de très discret, donc je respectais ça, je pense et peut-être que j'avais besoin aussi de partager, mais voilà, je l'ai pas retrouvé à cet endroit-là et c'est pas grave. Mais quand mes autres belles-sœurs sont devenues mères, bah, je me suis dit, elles ont été discrètes avec moi, elles veulent peut-être que je sois discrète et je voulais pas prendre trop de place, tu vois? Être la belle-sœur qui est sage-femme et qui prend de la place et qui sait donc j'ai mis beaucoup de distance et on a pu parler vrai, je pense pour moi plusieurs années après, j'ai pas mesuré l'impact que j'avais sur leur vie du tout. Quand elles me l'ont dit d'ailleurs, j'étais très, 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 émue et puis en même temps, d'échanger, comment les gens te perçoivent, ça c'est aussi intéressant parce que moi j'avais toujours l'impression que je galérais, que j'étais noyée, que vraiment je survivais parfois en tant que mère parce qu'à l'époque je faisais les pauses à l'hôpital, donc tu fais les nuits et cetera et donc tu es complètement décalée avec les autres personnes. Mmh. Hem et puis après des années après, elles m'ont dit: «Ah non, non, mais nous on te regardait de telle façon, c'est admiratif». Je dis: «Ah, il y avait rien à admirer. Moi, j'étais juste en train de survivre et de galérer, Non, et mais c'est retour au fond du bien aussi de voir la vision des oui autres. Ça nourrit, et souvent, je sais c'est ce que je dis maintenant aux mères beaucoup et je le dis aux coparents et je le dis aux entourages et dites-leur à quel point elles sont formidables parce qu'elles le verront pas. Elles ouais. le verront pas à ce moment-là. Elles verront pas que, oui, elles verront peut-être qu'elles ont raté un gâteau, fait tomber leur café, pas lavé leurs cheveux, Mmh. mais faire pipi dans leurs culottes parce qu'elles auront pas eu le temps d'aller uriner pendant des heures et donc tu te sens nulle et tu dis que tu as tout raté et que rien ne va et en fait, on n'arrive pas à voir nos petites victoires et je pense que ça, c'est un truc, que j'arrive maintenant à faire. J'essaye au quotidien, c'est de voir les petites victoires, les petits trucs qu'on réussit, et d'entendre les autres et d'écouter quand ils grandissent nos enfants. Mais ça, quand tu as un bébé, tu Oui, peux c'est pas. clair. Tu veux Ouais. essayer de le comprendre, mais en grandissant, entendre quand nos enfants trouvent qu'on fait bien le job, quoi. Ça y est, on est bien là.
Ils s'en foutent qu'on des fois, il y a des jours où tu as été chercher, un paquet de soupe et que tu as réchauffé parce que tu pas eu le temps, parce que tout le monde, c'était compliqué. Par contre, on s'est peut-être assis, et après avoir réchauffé ce paquet de soupe, on a pris le temps de le manger ensemble et de parler. En fait, c'est Lire, ça de qui est passer un cool, bon quoi. moment, quoi. Ou tu Mmh. allais rigoler et danser dans la salle de bain pendant la douche, ça, c'était chouette. Et là où on se met la pression, là où moi je me suis mis la pression, j'aimerais retourner des fois et me dire, «Vas-y, tu fais bien tu fais bien le job, tu as pas besoin de faire, et tes repas tout seul et ta lessive et les linges lavables et les» je me suis mis la pression et les potagers, les trucs. Non, non, mais Bien j'étais sûr, comment se sur on fait super gaffe à tout ce qu'il y a sur nous mmh. et du coup, j'en rigole avec les parents aujourd'hui en disant: «Ben, n'oubliez pas que vous faites Et ce bien». qui est ça qui est super, c'est que ça enrichit tes messages aujourd'hui auprès des parents, parce que retourner dans ces moments-là que tu as vécu, on ne sait pas le faire. En même temps, ça te permet certainement d'enrichir autrement tes moments avec tes enfants aujourd'hui et d'enrichir aussi tes accompagnements avec ce que tu partages aujourd'hui, aux parents, avec ton expérience aussi, Et puis parce que tout au long, j'ai continué à me former, j'ai continué à écouter, qu'on a beaucoup parlé on parle beaucoup de la santé mentale des mères depuis quelques années. Notre dernier congrès, notre sage-femme, c'était sur le trauma. Hem mmh, et donc d'entendre, d'autres professionnels qui ont parfois les parents plus tard, de parler avec des parents d'école, voilà, comme dit Florence Foresti, on se fait des amis après les parents d'école. Je remercie d'ailleurs les super potes parents d'école, ouais, qui fait avec le temps parce que ça c'est une petite survie quand même, c'est une bonne petite parenthèse l'école. Hem et je pense d'avoir continué à m'intéresser à tout ça, tout se nourrit et puis on essaye de voilà, je j'ai pas la parole divine en tant que sage-femme et je pense que c'est ça qu'il faut rester humble, que ce soit dans sa profession ou dans son boulot de parent parce que c'est un peu comme un travail, un parent, tu dois tout le temps aussi programmer des trucs, voir si mmh réajustements, faire des petites réunions de mise à jour en famille, et je pense que voilà, voir où on va, quel est un peu le plan. Moi, c'est un peu comme ça que je mène un peu ma vie. C'est OK, c'est quoi le plan des 6 prochains mois? Alors, je sais que ça fait très organisé, mais c'est ma stabilité, c'est un peu ça. C'est de voir un peu les choses venir, mais je sais que je suis capable d'affronter l'instabilité, d'affronter les choses les plus des choses très, très dures dans la vie. J'en ai déjà affronté plein, je me suis relevée, j'ai avancé et donc je pense qu'il faut pas oublier qu'on a tous en nous des petites victoires, des petits challenges qu'on a réussi et que, bien évidemment que ça nous déstabilise. On a peut-être l'impression qu'on va pas y arriver, qu'on va peut-être, moi, je pleurais beaucoup en voiture, tu vois? Par exemple, ça c'est un truc qui m'aidait, je voulais pas ramener ça à la maison, mais par contre, n'oublions pas qu'on est capable d'avancer et qu'on peut, on peut trouver et je pense qu'on n'est pas capable de ça si on est seul. Il faut trouver les petites lumières comme ça dans notre obscurité, il faut les trouver et les suivre et peut-être qu'un jour, nous, on sera la lumière pour quelqu'un d'autre. Non, c'est beau ce que tu dis. Et en même temps, c'est en traversant toutes ces difficultés aussi qu'on voit ces lumières ou ces choses, moi, que j'appelle ressources, que ce soit internes chez nous, de savoir nos forces, mais aussi ces personnes, si on en a, qu'elles soient entourage professionnel ou autre, c'est important vraiment, et de voir ce qu'on peut retirer. Alors pas toujours tout de suite, effectivement, par rapport à nos difficultés, mais par la suite, voir ce que ça nous a appris, apporté, permis de créer ou quoi que ce soit. Ce serait quoi, toi, ton plus grand doute en tant que mère que tu aurais eu? Que j'aurais eu? Pas que tu as eu, parce que je mets pas un conditionnel, je voulais mettre un passé, pardon. Se dire: «Tiens», ou un des plus grands, parce qu'on en a toutes eu plein, mais c'est toujours Heu, chouette de pouvoir entendre des un des doutes pour moi, ça a été la séparation. OK. Si allez, pour livrer un peu, j'ai dit que ça n'allait plus dans mon couple à l'époque et puis il y a eu il y a eu des événements, qui ont fait on avait dit qu'on continuait et qu'on avançait et puis ma mère est décédée, heu et quand ma mère est décédée, la réaction, du papa de mes enfants, a été assez brutale et il m'a dit une semaine après: «Non, ça peut plus durer, ça s'arrête, quoi» et donc j'ai vraiment pris tout dans la tronche et à ce moment-là, j'ai une partie de moi qui était tellement, je pense, faible enfin, en tout cas affaiblie, hein, affaiblie dans ce sens-là, qui a dit: «OK» et ce «OK», je pense pas que j'aurais pu le dire,
J'aurais pense pas que j'aurais pu le dire, en temps normal parce que je m'accrochais à cette image de la famille, je m'accrochais à cette image du couple, Mmh. du papa, puisque moi j'ai grandi sans père et je pense que du coup ça m'a vraiment laissé, tu beau avoir conscience de ces blessures, de ces pressions et j'avais déjà fait des thérapies ou des choses comme ça dessus, hein, mais t'as beau avoir conscience, t'as une partie qui s'accroche à cette espèce d'image comme ça, de la famille et donc le plus gros doute c'était, quel est le prix à payer pour apporter ça, à moi, à mes enfants, peu importe. Est-ce que et je pense que j'ai été dans le doute comme ça pendant, un certain temps, même après la séparation, je savais que c'était, la chose à faire, mais de me dire: «Regarde» voilà, je me disais tout le temps: «Regarde où on en est, regarde de où on redémarre», parce que j'ai vraiment redémarré de rien du tout, donc c'était un peu compliqué et et on mélange à ça aussi un deuil maternel, hein, qui a bien Bien été, sûr. un peu Ah oui. remué. Là, ça a été moi des plus gros doutes. Est-ce que je fais bien? Est-ce que ça va aller? Est-ce qu'ils vont s'en sortir? Est-ce que mes enfants sont pas traumatisés à vie? C'est vraiment, je pense, en tant que mère, je me suis vraiment posé la question de l'impact que ça aurait ou pas. Pas le fait d'être toute seule, c'est que notre famille comme ça s'arrêtait, alors Mmh. moi, c'est voilà, c'est ça a été après, maintenant, absolument aucun regret après, plus aucun doute sur, le fait que c'était la bonne chose et la bonne histoire au bon moment qui te fait s'arrêter. Mais, ouais, ça a été, je pense que ça, c'était mes plus grosses difficultés, de me dire, Qu'est-ce qui t'a permis justement de passer au-delà de cette période de doute et d'avancer dans un sens et dans un mood, je veux dire, positif et d'être bien et aligné avec, ses choix? alors directement et indirectement, ma mère, parce qu'avec son décès, ça m'a fait réfléchir à beaucoup de choses et de me dire: «OK, on va peut-être partir dans un challenge, monoparental». Alors du coup, au départ, je me suis un peu challengée, tu vois? Je me suis un peu mis, «Alors on va essayer de faire mieux» et en fait non, on fait pas mieux, on fait ce qu'on peut, on est bien d'accord? Clairement. Hem et puis mon métier. Alors parce que bien évidemment, pour ne pas faire les choses simples, quand ma mère est décédée et qu'une semaine après mon couple s'est arrêté, bah, j'ai dû changer de boulot parce que moi j'étais toute seule et donc faire les pauses à l'hôpital, c'est impossible quand tu es tout seul, Toujours. tu vois Mmh. pas tes enfants, donc j'ai dû dealer comme ça quelques mois, avoir mes enfants quand j'avais, congé ou j'avais du temps, mais quand tu pars la nuit ou que tu pars à 4:30 du matin, c'est un peu compliqué et donc j'ai dû changer de travail. J'ai dû me poser, de me dire: «Qu'est-ce qui est important, pour moi?» Il y avait mes enfants, c'est clair. Une certaine stabilité, financière, parce que j'avais du libéral, mais peu ça commençait à se développer, pas du tout comme maintenant, je déborde Mmh. maintenant je déborde, quoi et donc je me suis dit: «Mais en fait, moi, je peux tout arrêter», mais je l'ai dit à mes enfants, ils étaient tout petits, hein. Je dis: «Je peux tout sacrifier, tout arrêter, tout recommencer à zéro, mais je peux pas ne plus être sage-femme». Heu, parce que je cherchais un travail plus de bureau et je dis: «Ça, je peux pas. Je peux pas aussi, avoir ça qui s'en va, ça va être, ça va être de trop pour moi» et donc je pense que j'ai un peu tout mis en place pour pouvoir, continuer à trouver, à aller chercher finalement dans mon métier sans être, en salle de naissance, sans être, au bloc d'accouchement. Je pense que c'était pas toujours compréhensible, peut-être pour certaines personnes, que ce soit des collègues ou pas, mais moi j'ai continué à essayer de développer un peu mon activité, à accompagner et maintenant je me rends compte que j'ai tout. J'ai l'avant, j'ai l'après, mais j'ai juste plus la naissance et en fait, Mmh. c'est génial parce que les gens quand, tu les vois au retour à la maison et tu leur demandes: «Alors ça s'est passé comment?» et là ils te racontent, mais ils te racontent pas, je pense, comme ils racontent parfois, à d'autres personnes, ils te racontent à toi, toi qui as été dans leur intimité, toi qui les as préparés, toi qui entends leurs doutes et cetera et donc je me Il y a mets à me trop dire dans que l'intimité du salon et de la maison et du foyer, donc oui, c'est un autre récit. C'est un et récit plus authentique, je veux dire sans filtre je avec m'en fiche aujourd'hui de pas être là pour la naissance. ouais. C'est la naissance, ma foi, personne n'est indispensable à part la mère. Mais, Mmh. l'avant-après, c'est chouette, c'est magique, c'est Ouais. plein de il y a tellement de choses
à faire et à créer au-delà de la préparation à juste la naissance parce que my God, qu'est-ce que ce terme est mal choisi puisque l'aventure commence à la naissance, elle s'arrête pas. Donc et ça a été ouais, moi ça a été un gros point central, un peu autour de et que j'ai fait progressivement, hein, mais de rester sage-femme, dans Mmh. mon métier, de garder une petite, un petit truc comme ça à côté parce que sans ça, je pense que ma santé mentale, elle y passait et mes enfants, bah, ils sont venus avec moi, faire des visites à domicile quand c'était possible, où les gens me disaient: «Ah bah non, mais c'est bon, ils peuvent venir». J'ai la Mmh. chance d'avoir été, en pratique à la campagne, donc ça veut dire que mes enfants, quand il faisait bon, pas canicule, je vous rassure, étaient dans la voiture à faire leurs devoirs pendant que je faisais mes visites ou aller, un petit peu se balader, truc que tu peux pas trop faire en ville, laisser tes enfants dans la voiture, quoi. Et et donc d'avoir eu un entourage qui parfois allait, chercher mes enfants. Je me suis créé mon réseau Mmh. qui allait chercher mes enfants parce que voilà, il fallait, que j'aille, chez telle ou telle famille ou que j'aille travailler et ça m'a porté et je leur ai souvent dit merci parce que si j'avais en plus dû arrêter le métier de sage-femme, bah, peut-être que j'aurais fait autre chose, hein. C'est peut-être moi qui me suis mis la pression, mais je me sens beaucoup plus, épanouie, maintenant et il y a des choses que j'ai pas su faire. Alors je suis jamais partie à l'étranger, j'ai jamais repris l'UNIF après, mais au final, je pense que voilà, le chemin nous amène là où on doit être, on rencontre les personnes, qu'on doit rencontrer et c'est pour ça que je suis quelqu'un qui a plein de projets et qu'aujourd'hui j'arrive à me dire: «S'il y a un projet qui s'arrête, c'est pas grave, j'en ai d'autres, ça va se faire» ou la temporalité quoi, c'est pas maintenant. Et comme quoi un métier aussi, une mission de vie, une mission de cœur, ça peut porter et nous porter aussi dans des moments très difficiles de notre vie aussi en tant que femme et en tant que mère et que c'est ça aussi qui peut nous aider à sortir la tête de l'eau et à trouver l'énergie pour avancer, clairement. J'ai certaines, j'ai allez, mon zing, je vais dire, voilà, je vais quand même lui faire une petite dédicace en parlant d'elle. J'ai une, patiente qui est devenue une très, 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 très bonne amie. On s'est toutes les 2 dit le dernier jour de notre suivi, bah, de l'accompagnement, c'est resté très professionnel, avant ça et le dernier jour, quand j'ai passé la porte en disant: «Bah, je pense que c'est la dernière fois, tu vois? Il y a plus besoin». Et c'est elle. Moi, jamais je me serais permis parce que mon éthique et ma déontologie, je pense, parfois me mettaient, dans certaines limites. Elle m'a dit: «Je peux pas, on peut pas se quitter comme ça, on peut pas arrêter de se voir». Enfin et je me souviendrai toujours que j'avais la main comme ça sur la porte et qu'elle m'a dit ça et je dis: «Bah, ouais, moi aussi, je ressens un peu ça, mais Heu, il y a plein de gens avec qui j'accroche bien et ils s'accrochent parce qu'ils sont aussi dans une vulnérabilité, donc il faut pas profiter de ça non plus, je dis toujours: «Je suis pas là pour me faire des amis, c'est pas le Mmh. but», je me vois plus comme une Mary Poppins, tu vois? Qui est là quand il y a des moments et puis après on n'est pas loin, mais on s'éloigne, on s'en va et puis les gens vous revoient avec, me recroisent en me disant encore parfois un petit merci ou: «Tiens, c'était chouette ce moment-là». Mmh. Ou, voilà, ça c'était la sage-femme, souvent c'est en campagne comme ça avec ma petite Ouais, voiture, c'est ça. on me dit. Mais là, on a vraiment eu un lien qui s'est mis et on est restés amis et avec elle après j'ai pu, discuter parce que du coup comme on est devenues amies, elle a connu mon intimité aussi et ce qui m'a frappée, c'est elle m'a dit: «Mais elle est elle est devenue mon amie en plein dans cette période, compliquée de ma vie». Elle m'a dit: «Mais jamais j'aurais dit que tu traversais un truc difficile». Et Mmh. c'est à quel point c'était, essentiel. C'était vraiment une bulle d'oxygène parce qu'à chaque fois que j'arrivais quelque part, c'était une pause pour moi. J'avais pas à penser à moi, mes difficultés, j'étais pleinement là pour les autres et je pense que, j'espère ne pas avoir vampirisé les gens à ce moment-là, mais moi ça m'a vraiment, les gens m'ont apporté, les familles m'ont apporté tout autant, dans ma santé mentale, je pense que potentiellement j'ai pu leur apporter et ça c'est super riche. Je pense que les gens ne mesurent pas l'impact qu'ils ont non plus sur les soignants, tu vois? Quand ils partagent leur histoire, qu'elle soit, positive, négative, leurs doutes, ça me touche en tant que soignant et je le ressens beaucoup auprès de mes collègues avec qui je suis proche. On a des gens qui nous marquent comme ça dans leur vécu. Donc voilà, et donc c'est devenu mon zing parce que comme dans le dessin animé, on s'est vu et puis on s'est accroché et donc mon zing est toujours dans ma vie aujourd'hui. C'est beau, c'est magnifique. C'est du bien. Si tu avais un message à partager, parce que je vois qu'on arrive, au bout de cet épisode,
On pourra encore parler des heures, mais le but, c'est que les gens nous écoutent quand même jusqu'au bout. Et comme tout le monde a une vie bien chargée, le but, c'est qu'on puisse les accompagner sur un ou deux trajets en voiture, quelques préparations de repas ou autre, bref, ou quand ils le veulent, bien sûr. Si tu avais un message que tu voulais partager aux parents qui nous écoutent aujourd'hui, ce serait quoi que tu aurais envie de leur dire? C'est de trouver vos personnes ressources. Trouver les personnes et elles vont évoluer avec le temps, mais avec qui vous pouvez être vous-même, avec qui vous pouvez être vrai, avec qui vous pouvez dire quand ça va et dire quand ça va pas. Pas juste partager les mauvais moments, partager aussi les bons parce que ça c'est important, ça porte. Des personnes qui vont vous dire, peut-être quand vous faites de la merde, hein, désolée, et puis aussi quand vous faites des très bonnes choses, parce que ça va être, ça peut vraiment aider et il y a pas besoin d'être parfait, il y a pas de parents parfaits. Il y a aucune personne qui est parfaite. La perfection, ce serait tellement ennuyant. Votre enfant, il va juste être content de vous avoir vous comme parent et donc des fois, accordez-vous un moment peut-être où on court un peu moins, n'oubliez pas les petites pauses, les petits trucs et ça peut être que quelques minutes, ça peut être parfois des heures, ça peut être des jours, mais voilà, ayez la personne que vous pouvez appeler, quand ça va et quand ça va pas parce que ça va être, ultra nécessaire et dites-vous que les premières années, on a la tête dans le guidon. Laissez ce temps, le temps, j'en ai parlé beaucoup, je pense, j'ai souvent dit, mais laissez le temps faire. Notre temps avec nos enfants, il est court. On n'a pas beaucoup de temps avec eux, ils grandissent, après ils vont s'éloigner, on n'aura plus les mêmes liens. La petite enfance, c'est parfois difficile, mais c'est tellement génial. Observer l'évolution, observer la curiosité des enfants et ce qu'on a parfois perdu, en tant qu'adulte, ou pas. Je souhaite qu'il y ait beaucoup de gens encore qui aient leur petite âme d'enfant, mais cette curiosité sur la vie comme ça qu'ils ont et qui te disent: «Venez, viens regarder avec moi la petite fourmi» et on se pose même si on doit travailler, même si on doit de se dire: «Viens, on va regarder cette petite fourmi» et on partage ce moment-là et discuter avec vos enfants et avec l'entourage. Parce que je pense que ça fait du bien d'avoir des débats en famille quand on peut sur ce qui se passe de génération en génération parce que c'est riche et que tout le monde a eu des difficultés et a eu des victoires. Donc, n'oubliez pas ça, quoi. Merci France pour ce beau message et ce partage en toute authenticité en tant que maman, en tant que sage-femme. Merci beaucoup. Si les personnes qui nous écoutent veulent te retrouver, je mettrai ta page Facebook en description de l'épisode. Est-ce qu'il y a autre chose, un autre endroit où on peut te retrouver ou... Oh, on peut me retrouver dans ma région. Moi, je suis autour de Éwaïre-Remouchant. Mhm. Et j'ai lancé l'apéro des mamans, donc j'espère que ça va marcher. J'aimerais bien mettre les moments un temps de pause, sans téléphone, sans compagnon ou compagne, sans enfant, où on échange et où je m'assieds avec les autres. Donc, c'est moi qui l'organise, mais je suis autant là en tant que maman qu'en tant que sage-femme, un bon moment qu'on passe ensemble et donc voilà, n'hésitez pas à aller un peu voir si ça peut intéresser. Il y a pas d'âge, il y a pas de limite de lieu, si on peut passer un bon moment ensemble, décompressé, mais où on peut parler entre autres de parentalité, sans avec bienveillance, sans jugement et beaucoup d'humour parce que moi ça me porte l'humour énormément donc Clairement. allez-y, venez, tout le monde est les bienvenus. Toutes les mamans sont les bienvenues. Oui. Et merci à toi d'avoir créé ces moments qui sont aussi très importants, c'est clair. Un grand merci France, c'était vraiment un plaisir et Merci à toi. Sophie, quelle bonne initiative en tout cas ce podcast. J'espère que écoutez bien tous les épisodes, ils sont tous merci France. Je te dis à bientôt. à bientôt. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager à des parents qui pourraient avoir besoin d'entendre ces mots en ce moment. N'hésitez pas également à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée si ce n'est pas encore fait. Et vous pouvez bien sûr me laisser un avis ou un commentaire, ça soutient énormément le podcast. Je vous remercie. Je vous attends également en message privé sur LinkedIn, Instagram ou Facebook pour me partager votre vécu personnel et ce que cet épisode vous a aidé à conscientiser aujourd'hui. Je serai ravie d'échanger avec vous sur ces sujets. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Gap de parents.